Paor est décédé le 30 mai 2022. Il était le doyen de la littérature mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une de ses œuvres, Pèlerin parmi les ombres, publiée en 1967. Un dimanche après-midi, Paor se rend au camp de Natzweiler-Struthof, situé dans les Vosges. Sur la route, de nombreuses voitures circulent dans les deux sens. Paor ressent un malaise, car des personnes étrangères voient le lieu de sa captivité et car ces personnes ne pourront jamais comprendre. En même temps, il ressent une satisfaction puisque l'endroit ne tombe pas dans l'oubli. Il parvient au parking qui est rempli de véhicules. Quand les touristes le regardent, Paor a l'impression qu'ils le reconnaissent comme étant un ancien prisonnier. Un gardien est à la porte et laisse entrer les groupes de visiteurs. Il reconnaît Paor qui était venu il y a 2 ans. Le gardien est lui-même un ancien déporté. Paor obtient l'autorisation de marcher seul dans le camp tandis que le gardien part avec le groupe de touristes. L'escalier lui paraît moins raide qu'autrefois. À l'époque, les perceptions n'étaient pas les mêmes car ils étaient vulnérables. Il se revoit, lui et Tola dans l'escalier, en train de descendre un mort sur une civière. Il se rappelle du dégoût d'être touché par un mort. Il se dit que les photos pourraient approcher la réalité, mais que cela ne pourra pas représenter l'état d'esprit, par exemple, d'une personne qui voit que son voisin a eu un peu plus de nourriture que lui. Une caméra aurait pu saisir les différents moments de la journée, finissant par la fouille des poux dans le pubis. Il pense tout de même qu'il est préférable de ne pas avoir ces images, car les prisonniers, qu'il appelle la plupart du temps les zébrés, auraient l'air d'une meute de chiens dressés. Lors des épisodes de typhus, les prisonniers restaient dans les baraquements. Il n'y avait alors plus d'appel et plus de travail, ce qui leur permettait de ne pas être dans le même état lamentable que ceux qui revenaient du travail. Peu avant la quarantaine, Paor a eu une infection à la main. Son bandage en papier l'a rendu inapte au travail. Pour échapper au travail, il a gardé ce bandage le plus longtemps possible. Le docteur Jean a accepté de lui refaire un pansement neuf alors qu'il savait que la blessure de Paor était guérie. Paor est slovène et comme toute la population de ce pays, il a une facilité avec les langues étrangères. Bien qu'il soit originaire de Slovénie, Paor a une lettre I dans un triangle rouge, ce qui signifie qu'on l'identifie comme italien. Après la Première Guerre mondiale, une région de la Slovénie est passée sous la domination italienne. Il maîtrise plusieurs langues, dont l'allemand. Il devra écrire du contenu médical en langue allemande. Il travaillera au Revier, qui est un équivalent de l'infirmerie. Une semaine plus tard, Paor est appelé pour y travailler. Paor se dit habitué au mal. En 1920, le théâtre de Trieste a été brûlé par les fascistes. La langue du pays est devenue interdite. Les noms et les prénoms des vivants et des morts ont été changés. Paor se situe maintenant au Weberei, autrement dit à l'atelier de tissage. Les prisonniers y travaillaient comme ils le pouvaient. Ils découpaient des bandes de tissu avec des lames de rasoir pour en faire ensuite des nattes qui allaient servir au bateau. Un capot donnait aléatoirement du pain de munitions aux prisonniers. Les prisonniers ne savaient pas quelle attitude adopter pour avoir ce pain. À cet atelier, Paor a rencontré Gabriel. Paor a eu l'impression que cet homme a habité Trieste. Paor a repensé à sa ville, ce qui était mauvais car pour survivre, il ne fallait garder en soi que des images de l'Empire du Mal. Gabriel ne parlait que du four et il voulait travailler à l'extérieur au lieu de rester travailler au tissage. Il cherchait à se lier à quelqu'un et Paor était entouré de Slovènes qui formaient un groupe ethnique malgré la frontière. Gabriel avait un discours humaniste. Paor espérait que ce n'était pas la peur qui a conduit à leur fraternité. La communauté de Paor a vécu dans la peur. Les bibliothèques ont été en feu, les tréteaux ont été brûlés. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir parler sa langue dans son pays. Quand Paor est devenu interprète, il s'est séparé de Gabriel. Il l'a ensuite revu à Dachau. Paor est vers la prison. Tout comme le four, les prisonniers l'ont adopté et exclu. Il y a un chevalet sur lequel des hommes se sont fait fouetter. À l'appel, un homme manquait. Il s'était endormi quelque part et il était recherché. La crainte a uni les prisonniers. L'homme a été récupéré puis mis en cellule. Pour les prisonniers, l'isolement était plus important que les coups ou la faim. Paor nous parle d'un groupe de 100 Alsaciens composé en réalité en majorité de jeunes Alsaciennes, de quelques hommes et d'un prêtre. C'étaient des résistants. Ils ont disparu dans ce camp.
Paor a le sentiment que lui-même et les prisonniers auraient dû faire quelque chose, mais ils n'ont rien pu faire car ils étaient à bout de force et avaient la conscience soumise. Paor se souvient du chef de bloc qui criait Tempo. Les prisonniers attendaient nus dehors, dans le froid et devant la salle des lavabos. Quand la porte s'ouvrait, ils entraient à l'intérieur et ressentaient un peu de bien-être grâce à la vapeur chaude. Les prisonniers étaient rasés, désinfectés et devaient prendre une douche. Les prisonniers les plus faibles attendaient allongés sur le sol. Quand le chef du bloc criait de nouveau Tempo, les prisonniers devaient sortir et ils rejoignaient les terrasses. Il y a 2 ans, le menuisier a changé des planches de la baraque. Cela signifie que l'on prend soin de l'édifice, mais il y a eu un mélange de planches neuves et de planches vieillies. Paor remarque que maintenant on ne peut plus faire la distinction. Il se dirige vers le four qu'il n'a vu que 2 fois dans sa vie. Quand il transportait des morts avec Tola, Paor n'allait que dans l'espace situé sous le four. Il se trouve dans cet endroit en même temps que les visiteurs. Le guide dit que le four servait à faire chauffer l'eau pour la salle de bain. Les 4 crochets présents dans cette salle servaient aux pendaisons secrètes. Pour les pendaisons publiques, il y avait la potence. Quand Paor était prisonnier, il pensait que l'on pendait les gens dans les douches. Les médecins devaient certifier le bon état de santé des renvoyés, appelés Entlassung en allemand. Quelquefois, les médecins réussissaient à sauver quelques hommes. Ils mettaient le nom du condamné sur l'orteil d'un cadavre et le condamné avait un autre nom et un autre numéro. Il fallait ensuite lui faire quitter le camp grâce à un groupe de travail. Paor s'arrête à une salle. Elle contient des pots rouges briques qui étaient réservés au début aux cendres des personnes d'origine allemande, qui ensuite étaient mélangées aux autres cendres. Tandis qu'il gagne la sortie, Paor entend le guide parler de la salle d'exécution où ont été tués les Alsaciens résistants. Le guide parle ensuite de la table de dissection où se déroulaient les vivisections, les essais bactériologiques et les essais sur le gaz. Paor sort et il se retrouve devant le four qu'il préfère à la table de dissection car le four n'est pas inhumain. Il se souvient d'une femme qui a demandé devant le four qu'est-ce que c'était lors de sa visite. Paor pense que la conscience est lente à se réveiller et que l'expérience des camps est incommunicable. Il remarque qu'il ne trouve pas ce qu'il était venu chercher ici. Il se demande s'il pourrait revoir les morts, s'il s'éloignait de cet endroit ou s'il visitait cet endroit la nuit. Au sous-sol du four se trouvait la morgue. Avec Tola, Paor avait descendu le corps d'Ivo et il l'avait mis sur le tas des cadavres. Paor a entendu le cadavre l'appeler et lui faire de reproches. En effet, Paor lui avait dit que la maladie ne l'emporterait pas. Ivo était un compatriote. Le médecin norvégien Leif avait dit à Paor que même dans la vie ordinaire, Ivo serait mort. Paor a eu l'impression que Leif aurait pu dénicher des médicaments. Il se sent responsable de n'avoir pas plus pris soin d'Ivo. Paor pense que Leif ne lui a pas donné toutes les informations car il ne se mêlait pas à la politique interne du camp. Maintenant, Paor ne revoit plus Ivo et il se rend compte de tout ce qui le sépare de lui désormais. Paor pense que s'il reprenait sa vie de prisonnier, Ivo lui réapparaîtrait. Paor était sur la terrasse car il cherchait Leif pour Ivo. De là où ils étaient, les prisonniers pouvaient voir en contrebas un bâtiment qui semblait désaffecté jusqu'au jour où ils ont vu un drapeau avec une croix rouge. Cela signifiait que le bâtiment n'était pas désert et que les habitants de cette bâtisse avaient peur de l'arrivée des Alliés. C'était une très bonne nouvelle pour les prisonniers. Les inaptes étaient sur la terrasse lors de ce bel été. Ils respiraient la mort à cause de la fumée sortant du four. Paor espérait que la nouvelle du drapeau allait faire en sorte que Leif allait lui donner un médicament pour Ivo. Paor nous parle d'un homme qu'on ne pouvait pas dire s'il était mort ou vivant. Leif lui a donné une piqûre et le moribond a semblé ressusciter. Quand il cherchait Leif, Paor a rencontré Thomas qui était un camarade yougoslave. Thomas était lui aussi pris à tort pour un Italien. Les Italiens n'acceptaient pas les Slovènes et les Slovènes n'acceptaient pas les Italiens. Thomas était malade et il se trouvait au Revier. Il parlait de chez lui en donnant beaucoup de détails, si bien que Paor avait l'impression d'y être. Les avions passaient au-dessus de leur tête, les Allemands pensaient déjà à déménager de site. Thomas pensait qu'à Dachau, il serait plus proche de chez lui. Pour Paor, il n'est pas bon de vivre dans 2 mondes si opposés comme le faisait Thomas quand il parlait de sa région natale. Thomas a demandé à Paor d'écrire son adresse sur une planche au-dessus de sa tête.
Thomas trouvera la mort à Dachau où il sera autopsié pour découvrir la cause de sa mort et recousu. Ses yeux regardaient le ciel. Le camp était en train de se vider. Les infirmiers transportaient les malades dans les camions. Pahor se demandait ce qu'allait devenir le camp après leur départ et ce qui allait y rester. Les prisonniers qui attendaient dehors sont comparés à des fantômes ou à des insectes. Pahor les appelait les rampants. Les brouettes ont servi de brancards. Le transfert en wagon a été un voyage clément par rapport aux autres, selon Pahor. Ils ont pu voyager la porte ouverte et des prisonniers ont joué de la musique. Certains compagnons pensaient que ce transfert vers Dachau représentait le début de la fin et qu'ils allaient être près de chez eux. Pahor n'était pas d'accord avec ces idées, car les Alliés allaient être plus loin et car le camp de Dachau possédait des fours plus grands qui pourraient les anéantir plus rapidement. Au départ d'Arzungen, les morts ne pouvaient plus être envoyés à Dora. Vaska et d'autres prisonniers ont creusé une fosse pour enterrer les morts. Il n'était qu'une dizaine d'infirmiers pour s'occuper de 600 malades. Les malades ont été placés dans le couloir avec leurs matelas en attendant que le camion vienne les chercher. Il y aura peu de place dans le véhicule. Un homme meurt et Pahor est envoyé chercher Vaska pour que cet homme soit enterré. Vaska lui demande d'aller lui chercher dans la chambre le pain des morts. Quand Pahor essaie d'entrer, le médecin et un infirmier bloquent la porte. Quand Pahor peut entrer, il remarque qu'un homme, qu'il appelle le petit Tchèque, est encore vivant et qu'il porte une marque au cou. Pahor est partagé entre le fait que ce soit une bonne action et le fait que ce soit une mauvaise. Il en veut au médecin de l'avoir fait en cachette. Par manque de temps et de place, les corps sont placés n'importe comment dans le camion. Le véhicule démarre. Pahor essaie de se concentrer sur autre chose que sur les plaintes et sur les corps mal placés. Il pense à Mladen, qui n'aimait pas assister à des dissections, mais dont le cœur a été disséqué à Dora. Il possède le cache-colle de cet homme. Il repense à la mort du petit Tchèque et il remarque qu'il n'est pas facile de détruire des corps asséchés. Les infirmiers prévoient de rester tous ensemble pour organiser au mieux leur wagon en ambulance. À Arzungen, la tâche est plus difficile car les Allemands leur crient dessus à cause du train qui attend. Dans la nuit, les infirmiers ne voient pas ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de mal à transporter les corps. Le voyage en train a duré environ 6 ou 7 jours. Les morts ont été au crématoire ou ont été enterrés. Les prisonniers n'avaient rien à manger. Quand ils se sont dirigés vers un convoi de pommes de terre, les Allemands leur ont tiré dessus. Un jeune homme de 15 ans s'est pris une balle dans le bras. Un infirmier nommé Janos le dispute paternellement, le soigne et fait des reproches à l'Unterscharführer. Non loin de l'adolescent blessé dans le wagon, 2 SS mangent des saucisses. Le garçon meurt dans le train. Janos se fait tirer dessus car il a crié que les soldats ne tireraient plus pour des pommes de terre. Un corps est transporté dans une couverture. Il s'agit peut-être de celui de Janos. Le train des prisonniers arrive à la gare de Celle. Pahor refuse d'aider à se déplacer un corps exténué, peut-être à cause de la faiblesse de son propre corps ou à cause de la peur de mourir car il aurait été retardé. Des camions devaient chercher ceux qui sont restés vers les wagons, mais Pahor a eu du mal à le croire. Certains prisonniers sont morts sur la route. Les Belges ont transporté le procurateur d'Antwerpen. Les avions sont passés et les prisonniers ont dû se mettre à terre. Ils se sont retrouvés dans une caserne de section motorisée abandonnée près de Bergen-Belsen. Les gens se sont rués dans les bâtiments pour occuper des lits et pour prendre quelque chose qui aurait pu rester. Un des bâtiments est devenu une infirmerie. Les malades y ont été placés. Il y avait peu de matériel médical et peu de médicaments. Les prisonniers n'avaient rien à manger et rien à boire. Les prisonniers sont allés chercher de l'eau dans un hangar, mais un SS a tiré sur un homme qui avait un broc d'eau à la main. Cette tentative était une preuve de résistance malgré la situation difficile. Pahor a récupéré des sulfamides que l'on donnait aux chevaux. Les cadavres ont été mis dehors au mur du bâtiment, mais ils ont aussi été entassés dans le grenier. Pahor reconnaît la tête d'Ivan Tchèque. Il lui a semblé que les yeux du cadavre le cherchaient. Pahor l'avait vu au départ d'Arzungen. Les SS étaient pris entre l'Est et l'Ouest. Il fallait donc fuir. C'est à ce moment-là qu'Ivan Tchèque a reçu son paquet de biscottes qui provenait de son village slovène. Ivan Tchèque cachait ce paquet sous ses vêtements comme un viatique. Pahor lui avait donné de la soupe des morts contre un bout de bois. Pahor l'a imaginé dans le wagon en train d'essayer de sauver son paquet malgré les corps qui l'ont bousculé.
Il s'en est voulu d'être sans doute passé près de lui et de n'avoir pas pu l'aider. Paor a cherché une seringue et il a piqué le cadavre, mais le liquide est sorti du corps asséché. Paor se situe vers les fosses où l'on mettait les cendres. C'est devenu maintenant un cimetière. Il y a 2 inscriptions, honneur et patrie et ossements humiliés. Paor se dit accablé par le comportement de l'Europe après-guerre envers les coupables. Il qualifie ce cimetière de sanctuaire international des hommes, tandis que le monument national des Français est le mémorial national aux héros et martyrs de la déportation. Il rejoint le groupe à une terrasse. Le guide parle du contenu de la fosse d'aisance qui débordait et qui se mélangeait aux cendres. Paor se rend au mémorial. Le bâtiment cherche surtout à annuler l'oubli des hommes. Il se sent davantage chez lui sur les terrasses. Il ne comprenait pas son père qui se rendait sur la tombe de la famille. Paor avait l'impression de ne pas vivre sa visite quand il se rendait sur la tombe de sa famille. Il s'est séparé de cette pratique dans les camps. Il pense que c'est parce qu'il est plein de vie qu'il n'arrive pas à reprendre contact avec Ivo. Quand il est loin du camp, il perd cette atmosphère et il se sent inconsistant. Quand il est au camp, il se sent inconsistant à cause du silence. Dans le camp, Paor voit des enfants qui se roulent dans l'herbe et une fillette qui s'agrippe à la corde qui ouvre la cheminée du crématoire. Le groupe de visiteurs s'en va, il en vient à nouveau accompagné d'un nouveau guide. Ce dernier raconte qu'après la mort des résistants alsaciens, les partisans ont alors pris le camp. À la radio est passée la phrase « La tortue a gagné la course », mot qui distrait les visiteurs. Paor voit un homme et une fille qui sont en retrait et qui s'embrassent. Ceci ne l'indigne pas. Sur les 14 baraques, seules 4 ont pu être sauvées. À chaque terrasse se trouve une stèle sur lesquelles ont été écrits les noms des camps dans lesquels les Français ont été déportés. Il se souvient de ne pas s'être mêlé à la politique intérieure du camp et être resté longtemps dans les chambrées. Il donnait de la poudre blanche ou du charbon en poudre aux malades. Il devait s'occuper des malades atteints de dysenterie et de tuberculose. Paor parle de la difficulté d'habiller les malades tout en devant se dépêcher afin de les mettre dans le camion qui allait les emmener à Dora. Les malades étaient mis sur des caisses dans les camions. Les caisses contenaient des morts. À l'infirmerie, Paor dormait avec ses malades. Il pensait que la mort était trop près de lui pour pouvoir l'attaquer. Pascal dormait lui aussi à l'infirmerie. Paor devait avoir foi en sa survie. Cependant, un matin, il s'est réveillé avec l'angoisse de mourir. Paor se trouve devant la stèle d'Arzungen. Dans ce camp, des équipes allaient travailler dans le tunnel. Une fois, Paor a remplacé Youb qui était malade et il a fait l'expérience du tunnel. Il nous raconte l'avancée des travailleurs au petit matin dans le froid et sous les cris des Allemands. Paor était alors avec sa caissette qui contenait des pansements et de l'aspirine. Après la marche à pied, le voyage se faisait en wagon. Il traversait ensuite la ville de Niedersachswerfen. Il y avait des wagonnets Krupp dans lesquels ils devaient monter. La locomotive les tirait. Les travailleurs devaient supporter le froid et les hurlements des Allemands. Ils entendaient parfois des avions leur passer dessus. Une autre fois, Paor a remplacé Yann. Cela faisait plaisir à Paor car il avait envie de voir autre chose que les malades et les morts de l'infirmerie et qu'il avait envie d'être à l'extérieur. En revenant du travail et en passant par la ville de Niedersachswerfen, les travailleurs ont rencontré 2 filles qui ont fait comme s'ils n'existaient pas. Paor pouvait dispenser des hommes du travail, d'où l'attroupement qui se faisait autour de lui. Il faisait des ordonnances pour le Revier. Il était satisfait d'avoir peut-être permis à un homme de survivre, mais il se doute bien que la plupart n'ont eu que leur mort de repousser. En marchant, les prisonniers ont vu un enfant qui a souri de l'autre côté de la fenêtre en les regardant passer. Ils ont vu une fille les regarder tandis qu'ils montaient dans les wagons Krupp. Paor prenait soin des malades dans la baraque. Il arrivait que l'ingénieur venait dans celle-ci et forçait les malades à aller travailler en disant qu'ils n'étaient que des hypocrites. Paor ne voulait pas prendre cette responsabilité et il demandait à l'ingénieur d'aller voir le capot Peter. Ce dernier revenait en colère car l'ingénieur n'avait rien à faire ici. Quand arrivait le nouveau tour de garde, les malades devaient rejoindre le groupe de travail. Un homme inconscient et avec une jambe cassée a dû quitter l'infirmerie et rejoindre le travail. Au mois d'avril, des avions sont passés au-dessus des prisonniers et ont lâché des bombes. Cela signifiait que les aviateurs savaient qu'ils étaient là.
Le camp n'avait plus d'eau ni d'électricité, ce qui rendait plus difficile le métier de Vaska qui devait laver les corps. Pahor travaillait dans la chambre des maladies contagieuses. Cette chambre comportait 2 malades, un vieux belge et un tzigane allemand. Contre un mégot, le tzigane a promis à Pahor de ne plus voler. Il lui a dit la bonne aventure. Il a dit à Pahor qu'il rentrera chez lui. Pahor travaillait également dans la salle d'observation qui comportait 8 lits. C'était le lieu où l'on mettait des personnes importantes dans la vie du camp. Certaines personnes lui ramenaient du bois contre de la nourriture. Un soir, un Italien lui a apporté du bois mais aussi un journal. Pahor a vu une photo d'une actrice au trait incertain. Cette femme ressemblait à une femme qu'il avait aimée et elle lui rappelait également sa sœur. Le lendemain, il a découpé la photo dans le journal bien qu'il avait conscience qu'il ne devait pas le faire. Le médecin est passé avec Robert dans la chambre. Dans celle-ci se trouvait Darko, un jeune Slovène. Darko s'est fait examiner. Il sera envoyé à Dora. Le médecin et Robert ont rigolé en voyant la photo de l'actrice. Pahor a l'impression qu'il aurait pu faire quelque chose pour Darko en s'y prenant autrement. Il s'en est voulu de ne pas s'être mêlé à la politique du camp. Darko a été sacrifié à la place du procurateur, de Youb et de 2 Français. Pahor s'en est voulu également d'avoir mis une photo d'une vivante parmi les morts. Le procurateur d'Antwerpen a été porté jusqu'à la gare de Celle pour aller au camp de Bergen-Belsen. En pensant à cela, Pahor dit qu'il aurait pu faire en sorte que Darko soit dans son wagon. Suite au départ de Darko, Pahor a décidé de continuer son activité, mais en ne se projetant plus dans l'avenir ou dans le passé et en ne pensant plus. Certains prisonniers vivaient uniquement dans le passé, comme Zayliuko qui vivait sans cesse le même amour. Lors de l'évacuation du camp, cet homme s'en est allé alors que Pahor a voulu rester. Pahor était malade, il avait la volonté de rester avec les Invalides et il avait un sentiment de sécurité en restant dans ce camp. Robert a envoyé Pahor à Dora pour faire une radio. Pahor a été emmené en camion à Dora et il a voyagé sur les caisses qu'il a remplies avec Vaska. Sur place, Pahor a été examiné par un radiologue, puis il a dû attendre quelques jours avant d'être raccompagné à Arzungen. Pahor nous décrit le camp qui paraît être plus inhumain que les autres camps que Pahor a connus. Les prisonniers sabotaient le matériel, certains ont été pendus. À Dachau, l'infirmier Mladen est tombé malade. Il a fini par mourir. Miran et Stan ont demandé son autopsie. Pahor et ses compagnons sont passés devant une pyramide de feu contenant des cadavres. L'autopsie a été effectuée par un étudiant, puis par son chef. Mladen serait mort d'une pneumonie et du typhus. Mladen ne regardait pas les dissections. Pahor pense que si Mladen se serait forcé à les regarder, il aurait pu éviter la mort. Il semble à Pahor que la mort était plus bouleversante dans certains camps, comme ceux de Buchenwald, d'Auschwitz ou de Mauthausen. Il nous raconte qu'à Mauthausen, les porteurs de pierres étaient poussés dans un précipice ou qu'ils étaient jetés dans les escaliers tombant les uns sur les autres. Pahor a l'impression d'avoir vécu des choses moins terribles par rapport à ce qui a été rapporté des autres camps. Il dit n'avoir pas été curieux et ceci lui a offert un système de protection. Le premier choc en entrant dans le camp était déterminant par économie de l'extermination. Ceci explique pourquoi les conditions entourant l'entrée d'un prisonnier étaient si difficiles. Le choc n'est pas le même entre un individu qui a un corps sain et qui est un corps civilisé et un homme habitué au camp. Pahor nous parle de son expérience. En prison, Danny lui avait passé des cigarettes qu'il a échangées ensuite avec un pull. Il n'a pas eu faim durant son voyage pour l'Alsace. Au camp, il fallait supporter la nourriture à l'eau, les 12 heures de travail par jour, le mauvais temps, un rythme usant, le mauvais sommeil et le stress permanent. Pahor ne mangeait plus et passait ses rations aux autres. Il a décidé de ne plus aller au tunnel. Il a été envoyé à l'infirmerie où il a vu Life. Au camp, les prisonniers étaient tranquilles durant de longues heures et ils souffraient de la faim. Il a ensuite connu l'atelier de tissage. Il nous raconte son panari à la main, la quarantaine, son travail avec Life, l'évacuation du camp, la perte de Life qui est parti sans lui. Pahor est retourné à Dachau et il est redevenu ordinaire. Il avait du mal à tisser des liens vraiment forts avec les autres. Une partie de ce caractère a été causée par son histoire. Un de ses traumatismes est l'expulsion des instituteurs slovènes des écoles de Trieste. Il pense que son caractère a empêché Life d'avoir un accord intime avec lui. Pahor est ensuite parti à Dachau avec les Français.
Avec son expérience, Paor reconnaît n'avoir connu qu'une partie des camps. Il dit qu'il était bon d'être dans un état semi-léthargique. Même les membres les plus actifs du camp avaient besoin d'un minimum de léthargie. Certains devaient partir pour Munich pour déterrer les mines, mais Paor est resté dans le camp et il a compté parmi les infirmiers. Il a travaillé au bloc des diurétiques, il lavait les malades, il aimait prendre soin d'eux. Paor a travaillé avec le docteur André. Le capot du bloc, qui s'appelait Joseph Baker, était une crapule. Par exemple, cet homme a exigé que Paor s'occupe de suite d'un malade souillé alors que Paor était en train de faire autre chose. Paor a décidé de laver ce malade, mais lentement. Ne pouvant se forcer à travailler avec le capot, Paor a été envoyé à Dora en tant qu'infirmier. Là-bas, le docteur Arco a appris aux infirmiers plein de choses sur la médecine, si bien qu'ils en savaient plus que certains médecins et certains chirurgiens. De Belsen, Paor n'a vu que les baraques. C'est le camp dans lequel Anne Frank et Zora Perillo sont mortes. Il dit que les Slovènes sont trop entreprenants pour rassembler les lettres de Zora et la présenter au monde. La Slovénie a mis en avant les personnes mortes au combat et non celles qui ont été dans les camps. Il pense que s'il avait eu à soigner Zora, il aurait pu la garder en vie. Les prisonniers étaient alors intéressés par le bruit des canons qui signifiait que la libération était pour bientôt. Les prisonniers ont été emmenés à Belsen. Certains prisonniers se sont fait justice eux-mêmes. Il arrivait que les malades allemands recevaient des seringues d'éther, d'essence ou d'air pour laisser la place à un prisonnier malade. Un Polonais a été tué d'un pieu dans le cou car il pendait des gens contre un peu plus de nourriture. Dans son livre, le docteur Blaha raconte qu'à Dachau, la peau servait à faire du cuir. Ce docteur a appris à Paor des choses qu'il ne savait pas car il ne cherchait pas à percer de secrets. Leif classait les prisonniers pour séparer les aptes au travail des inaptes. Cela évitait que les SS ne fassent leur choix. À midi, tandis qu'il pleuvait, les prisonniers étaient alignés sur les terrasses pour la pelle. Ils ont été comptés par le SS. Les chaudrons de nourriture se faisaient attendre. Les prisonniers situés sur les terrasses restaient en place. Paor ne comprenait pas pourquoi. En réalité, un jeune Russe a été pendu. Les chaudrons sont arrivés après la pendaison. Un prisonnier a dit que le Russe a dû être pendu une seconde fois et qu'il est mort en souriant. Après sa première pendaison, le Russe aurait craché sur le commandant. Maintenant, Paor regarde la potence. Il remarque que la caisse est faite pour que le couvercle s'abaisse lentement. C'est pourquoi les prisonniers avaient attendu si longtemps avant de recevoir leur nourriture. Pour Paor, les Allemands avaient un instinct sexuel désaxé qui les a poussés à faire des folies. Il parle d'Himmler qui, après avoir fait entrer un prisonnier dans l'eau glacée, le mettait au contact d'une prisonnière nue. Paor décide de s'approcher du guide. Ce dernier parle d'un gymnaste tchèque qui a fait du saut à la perche pour s'échapper, qui a été pris, qui a été encouragé à ressauter et qui a été pendu. Paor parle d'un académicien d'un autre temps qui s'est pendu lui-même 2 fois et qui a traité de vauriens ses ennemis. Paor est fier de telles personnes qui ne se laissent pas gagner par la puissance. Il dit qu'il devient difficile d'agir quand la personne change mentalement et physiquement et entre dans un brouillard hébété. Une solution aurait été la révolte de masse, comme cela s'est passé à Mauthausen, ce qui a permis à quelques-uns de s'enfuir et aux morts de sauver leur humanité. Paor essaie la pédale de la caisse de la potence, mais sautant en trouble, il s'éloigne. Paor hésite à sortir du camp. Il voudrait emporter quelque chose de plus que l'atmosphère du camp, mais il dit n'avoir rien d'autre à prendre. Il sort et il se retrouve à la nécropole nationale. Il apprécie l'idée d'avoir mis un cimetière national à côté du camp, car cela permet de lutter contre la faiblesse de la mémoire humaine. En Slovénie, les personnes qui sont revenues des camps ou ceux qui y sont morts ont été maltraités, ce qui a prolongé l'humiliation subie. La Slovénie a glorifié les personnes qui sont tombées au combat. Paor trouve les prisonniers plus héroïques car ils n'avaient que leur force morale tandis que le combattant avait une arme. Suite à la sortie des camps, il y a eu une période de silence alors que selon Paor, les prisonniers auraient dû parler. Paor se promène. Il pense qu'un jour les hommes délaisseront les villes et iront rejoindre la nature s'ils ne sont pas détruits auparavant par une bombe nucléaire. Il y a 2 ans sur cette route, il a eu comme une réanimation. C'était comme si les morts étaient ici et non dans le camp. Cette fois-ci, il n'a pas cette révélation. Il y a 2 ans, Paor a également eu l'impression qu'il allait rencontrer les prisonniers qui rentraient du travail.
Ils passent à côté d'un bâtiment. Il s'agit de la chambre à gaz. 80 hommes et femmes ont été asphyxiés et ont servi à l'Institut d'anatomie afin d'étudier les particularités physiques de l'homme inférieur. À l'arrivée des Alliés, les corps ont été brûlés. C'était 1 an avant l'arrivée de Paor au camp. Il sait ensuite que des tziganes y ont été gazés. Les vieux Istriens possédaient eux aussi la lettre I dans un triangle rouge sur leur corps. Ils passaient pour des tziganes alors qu'ils étaient des Autrichiens. Comme 2 ans auparavant, Paor passe la nuit au camping et il ne va pas dans une maison. Il prépare sa voiture pour dormir à l'intérieur. Il prend son dîner et il pense au docteur André qui a sorti un livre mais qui est maintenant mort. Le docteur André l'avait invité à venir le voir, mais Paor ne s'y est pas rendu. Le livre s'intitule Nacht und Nebel, dont les initiales étaient sur les vêtements de certains selon leur nationalité. Ces mots seraient tirés d'un opéra de Wagner. Paor essaie de comprendre pourquoi les Allemands ont agi ainsi. Il cite une phrase de Nietzsche qu'André a utilisée dans son livre et qui dit que ne peut être grand celui qui n'a pas la volonté de procurer une grande souffrance. Selon Russell, le surhomme de Nietzsche pouvait également être le résultat de la peur car celui qui ne craint pas ses voisins ne ressent aucunement le besoin de les détruire. Paor reproche au docteur André d'avoir voulu anéantir le peuple allemand. Si le docteur André avait agi ainsi, il n'aurait fait que reproduire le mal qu'il avait subi. Selon Paor, il ne faut pas exterminer le peuple allemand mais modifier son milieu. Il parle des procès d'après-guerre qu'il juge d'opérette. Paor entre dans un état de somnolence, si bien que l'on ne sait pas s'il a réellement fait ce qu'il va nous dire ou bien s'il l'a rêvé. Les hommes sont en rang sur les terrasses. Il pense que c'était parce qu'il a marchandé du pain contre des cigarettes ou parce que les infirmiers volaient le pain des morts. Il finit par se rendre compte qu'il ne l'ignore pas, mais qu'il ne le voit pas, car il est vivant. Lui-même n'aurait pas dû les voir. Paor voit un groupe sortir des douches. La cheminée ne s'allume pas. Il voit un autre groupe sortir de la douche. Après s'être pleinement réveillé, Paor s'interroge sur la responsabilité collective. Même si certains ont choisi leurs dirigeants, certains ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient car ils ont été rendus aveugles par la société. Paor se souvient d'André qui a aidé un Allemand nommé Franz à se sauver car il devait se faire éliminer. Paor nous dit que dans de rares cas, des soldats allemands ont fait preuve de culture du cœur. Par exemple, à une gare, un sous-officier a donné du riz à Paor après l'avoir vu crever un abcès. Le matin, alors qu'il est dans sa voiture, Paor pense aller chercher Harriet qu'il a aidée après la sortie du camp. Même s'il n'a pas envie de bouger, il pense qu'il ira encore une fois là-haut à l'entrée pour observer le camp. Des enfants s'agitent dans le camping. Il ne veut pas bouger car il comprend que la jeunesse et ses morts sont inconciliables. Dimanche après-midi, la route goudronnée qui monte, lisse et tortueuse dans les montagnes, n'est pas aussi solitaire que je le voudrais. Des voitures me doublent, d'autres rentrent à Schirmeck, dans la vallée, et la circulation entrave le recueillement que j'espérais trouver. Je sais bien que moi aussi je participe avec mon véhicule à la procession motorisée, mais je me figure que si j'étais seule, ma présence, parce que je suis un vieux familier de cette atmosphère, ne modifierait en rien l'image qui repose au fond de moi, intacte depuis la fin de la guerre. Un malaise confus s'éveille en moi, une résistance due au fait que ces montagnes qui sont partie intégrante de notre monde intérieur sont maintenant ouvertes et mises à nu. À cette répugnance se mêle un sentiment de jalousie, non seulement parce que des yeux étrangers se promènent en ces lieux qui furent témoins de notre captivité anonyme, mais parce que les regards des touristes ne pourront jamais, j'en ai l'intime conviction, se représenter l'abjection qui frappa notre foi en la dignité et en la liberté humaine. Mais en même temps, et oui, venant d'on ne sait où, une modeste satisfaction inattendue et un peu inopportune s'insinue en moi, celle de savoir que les Vosges ne sont plus le domaine secret d'une mort solitaire et lente, mais qu'elles attirent les foules nombreuses qui, bien que manquant d'imagination, n'en sont pas moins prêtes à compatir au destin incompréhensible de leurs fils disparus.